Alors bonjour, je m'appelle Jean-Michel Aupan, je travaille au CNRS à l'archivage des textes anciens en langue maya, qu'on appelle aussi mayane, hein, même si c'est un anglicisme qui n'est pas encore très accepté en français, hein, mais qui me semble en fait plus pertinent puisqu'il s'agit en réalité de toute une famille de langues amérindiennes qui aujourd'hui encore sont parlés par plusieurs millions de personnes dans la partie centra-américaine du Mexique et les deux pays voisins, qui sont le Guatemala ici et le Belize là. Et ce nom de Maya ou Mayan, qui a été donné depuis plus d'un siècle par les linguistes et les anthropologues, l'a été d'après le nom de la langue dont l'aire d'expression est la plus vaste, hein, puisque ça correspond à l'ancien pays du Yucatan, hein, c'est ce qu'on voit en orangé sur cette carte, et cette langue est aujourd'hui encore parlée par pratiquement 1 million de personnes. Et donc, cette langue maya du Yucatan, même si elle continue bien entendu à être ce qu'on appelle le maya proprement dit, est aussi très fréquemment appelé maintenant le yucatec, hein, pour au moins en français la différencier des autres langues de la famille maya, ou mayane donc, hein, comme le quiché ou le Kakchikel, qui sont parlés plus au sud, là en bas de la zone coloriée étendue, qui représente l'aire de distribution de l'ensemble des langues de la famille, hein, où on peut voir que, à l'exception de la langue Ténèque, qui est parlée par environ 100 000 personnes dans la région dite de la Huasteca, hein, par ici, donc, aux confins des actuels États mexicains de Veracruz et San Luis Potosí, donc dans ce qui est plutôt le sud de l'Amérique du Nord, hein, géographiquement parlant. Eh bien, on voit que cette famille mayane forme un continuum géographique plutôt compact, hein, qui occupe le nord-ouest de l'Amérique centrale, hein, qui en gros s'étend de la côte pacifique du Guatemala à la côte nord du Yucatan et de la côte bélicéenne jusqu'aux confins de l'isthme de Tehuantepec, qui donc est ce qui, en termes de géographie, sépare le sud de l'Amérique du Nord à l'ouest, hein, donc là, sur la gauche, de l'Amérique centrale en direction du sud-est, donc à droite, et c'est l'endroit où au Mexique, l'ensemble atlantique est le moins éloigné de l'océan Pacifique. Alors, les principales de ces langues mayanes, en termes de nombre de locuteurs, hein, c'est-à-dire non seulement le maya proprement dit du Yucatan, mais aussi le Kaqchikel, qui en fait est parlé par 2 fois plus de monde, hein, et plus encore le quiché, qui l'est par près de 3 millions de personnes dans les hautes terres du Guatemala, dans le sud du pays. Ces grandes langues mayanes, donc, ont depuis longtemps été écrites en caractère latin, hein, qui avait été introduit par les conquérants espagnols depuis le XVIe siècle. Hein, et donc, il y avait déjà eu, dès l'époque coloniale, une tradition écrite dans ces langues, avec des monuments de la littérature amérindienne ancienne, hein, comme le célèbre Popol Vuh pour le Quiché, les Annales des Kaqchikel, hein, ou encore les fameux manuscrits dits de Chilambalam pour le Yucatec. Mais ce qui est tout à fait exceptionnel dans le cadre des anciennes langues d'Amérique, c'est qu'elles ont aussi été écrites pendant pas moins de 2 millénaires avant la conquête espagnole, au moyen d'un système graphique autochtone qui, en fait, est le seul que les Mayas ont eux-mêmes élaboré afin de transcrire leur langue. Et donc, le but des cours que j'assure à l'Institut des langues rares de l'École pratique des hautes études est une initiation sur 2 années à la lecture des textes rédigés dans ce système scriptural, hein, pour sa phase dite maya classique, qui est celle de laquelle nous est parvenu le plus grand nombre de témoignages. Hein, c'est environ une dizaine de milliers d'exemples qui ont subsisté parce qu'ils sont de type épigraphique, hein, c'est-à-dire qu'ils ont été gravés ou peints sur des supports durs et qui sont plus ou moins longs aussi, hein, puisqu'ils vont de très courtes inscriptions incisées sur de tout petits objets
jusqu'à un texte véritablement monumental, hein, qui est celui du grand escalier hiéroglyphique du temple 26 de Copan, en Honduras, hein, jusqu'à l'ouest duquel allait donc à cette époque l'ère Maya. Et cette inscription est considérée même comme étant la plus grande inscription épigraphique, non seulement de toute l'Amérique, mais du monde entier. Et ces documents datent donc d'une époque que, pour le coup, on a considérée comme étant l'époque classique de la culture maya, qui s'étend entre le IIIe siècle de notre ère et le Xe siècle. Alors, les inscriptions qui témoignent de cette écriture maya classique représentent le plus grand corpus d'écrits de l'Amérique pré-moderne, hein, même si le système maya n'était pas pour autant le seul ni isolé, hein, puisqu'il appartient à un même phylum d'écritures autochtones qui ont été utilisées pour transcrire diverses langues parlées dans une ère de civilisation qu'on appelle la Mésoamérique. Hein, alors, dont on voit ici les limites autour de ce qui apparaît en gris, hein, et où on peut voir qu'elle s'est étendue du golfe de Californie vers le nord-ouest jusqu'à la péninsule de Nicoya au Costa Rica vers le sud-est. Hein, ces langues appartiennent souvent à des familles très différentes, comme la famille Yuto-Aztèque, à laquelle appartient le nahuatl, qui a été la langue des Toltecs, puis de leurs successeurs, les Aztèques, et qui est la deuxième langue de Mésoamérique, après la famille mayane, hein, en termes de nombre de locuteurs. Hein, la troisième famille linguistique de cette ère étant la famille Otomang, à laquelle appartiennent notamment l'Otomi, le Mixtèque, le Zapotèque, et toutes les écritures mésoaméricaines qui transcrivaient ces langues étaient différentes, mais avaient toutefois en commun un même aire de famille, si on veut, puisqu'elles dérivent toutes plus ou moins directement d'un système dont les bases avaient été posées il y a plus de 3000 ans par un peuple qu'on appelle les Olmèques, et qui, eux, parlaient une langue de laquelle dérive une petite famille linguistique qui comprend les langues dites popoloka, hein, dont font partie les dialectes Soké et Miché, et qui sont toujours parlés actuellement par quelques centaines de milliers de personnes dans la région de l'isthme de Tehuantepec. Alors, pour revenir au système maya, hein, ce qu'on voit clairement avec un exemple comme celui-ci, et d'une part, comment les scribes mayas agençaient les signes de leur écriture en de petites unités compactes, hein, souvent deux ou trois signes, hein, qui sont ce que, entre mésoaméricanistes, on appelle les glyphes, hein, dans lequel un des éléments en général une taille plus grande que les autres, et ce qui en fait le signe principal autour duquel gravitent les autres, hein, qui sont eux-mêmes disposés en colonne double par paire de glyphes, hein, dans lesquels ils apparaissent séparés les uns des autres par un petit espace, hein, finalement un peu comme les mots dans un texte alphabétique. Et puis d'autre part, on voit aussi bien comment ces signes sont d'apparence, qu'on pourrait dire souvent figurative, hein, dans la mesure où ils figurent, hein, ils représentent des éléments de la réalité tels que la concevaient les anciens Mayas, selon des conventions qui évidemment leur étaient propres, mais dont on peut arriver à identifier l'origine iconique, hein, lorsqu'on y est familiarisé, hein, lorsqu'on s'est fait l'œil, si on peut dire, hein. Et donc, effectivement, c'est un peu comme une petite encyclopédie en images du monde, telle que se le représentaient les Mayas, hein, ce qui aide aussi à comprendre pourquoi les premiers savants à tenter de déchiffrer l'écriture maya au XIXe siècle ont parlé d'hiéroglyphes, hein, puisque bien évidemment, ça leur avait rappelé un peu l'Égypte, avec tous ces signes qui représentent clairement des têtes, hein, c'est ce qu'on appelle les céphalomorphes en épigraphie méso-américaniste, hein, ou des parties de corps humain comme des mains ou des bras en diverses positions. Euh,
et où des parties aussi de corps animal, hein, puisqu'on voit des têtes de chauve-souris, de hibou. Là, c'est une aile et une patte de jaguar. Mais on a aussi des têtes de serpent, hein, comme ici, où elle est précédée par une écaille de poisson. Mais on a aussi des éléments issus du monde végétal, avec notamment des fleurs, ou cosmiques aussi, avec du feu, des pierres, des étoiles. Hein. Et puis, bien entendu, on a aussi des éléments du monde culturel, avec des artefacts, comme ici, une torche en train de brûler. Mais afin d'éviter toute confusion ou amalgame qui pourrait être fait entre des civilisations qui ne se sont bien entendu jamais rencontrées, on parle aujourd'hui de glyphes mayas et mésoaméricains en général. Alors, l'écriture maya a pris sa forme classique au IIIe siècle, hein, avec ce qu'on voit ici, qui est la stèle 29 de Tikal, alors qui a été la plus grande cité de l'Antiquité maya. Hein, et ce fragment de monument porte donc cette inscription qui est la plus ancienne attestation connue d'un type de date très caractéristique, la culture maya classique, et qu'on appelle une série initiale. Alors qu'ici donne une date équivalente au 6 juillet 292, hein, et qui se trouve au revers de la stèle, donc à l'arrière, hein, tandis qu'une figure humaine est ce qui en occupe l'avant. Alors, si ce genre est surtout celui de l'épigraphie monumentale, hein, donc on va dire sur support immobilier, il arrive toutefois qu'on le retrouve sur des objets mobiles, hein, en particulier sur des pendeloques en jade, hein, comme cette dite plaque de LED, hein, qui apparaissent en fait comme des sortes de stèles miniatures que les souverains portaient à leur ceinture lors de leurs apparitions publiques, hein, comme on peut le voir là par groupe de trois dans la figure elle-même, tandis qu'à l'arrière, on voit alors d'une façon qui rappelle beaucoup la stèle 29, hein, qui n'est finalement que d'une bonne vingtaine d'années antérieure, puisqu'on est ici en 320, hein, et donc on est encore au tout début de l'époque classique. Et effectivement, l'inscription gravée débute aussi par une série initiale dont la plus grande partie est en colonne simple, comme sur la stèle 29 de Tikal, mais qui indique une date équivalente au 15 septembre de l'année 320, là, hein, tandis que c'est la fin de l'inscription qui prend la forme caractéristique en colonne double, hein, où on lit donc par paire de glyphes de gauche à droite et de haut en bas, hein, ce qui sera l'ordre de lecture canonique typique du Maya classique. Même si une grande liberté aura toujours été laissée aux scribes afin qu'ils puissent continuer à disposer leurs glyphes en colonne simple, hein, comme c'était le cas à l'époque préclassique, et comme ça l'était resté aussi dans les autres écritures mésoaméricaines, disons linéaires, comme l'écriture isthmienne des Olmèques tardifs, ou celle des Zapotèques de l'actuel État mexicain d'Oaxaca. Hein, mais on pouvait tout autant disposer l'inscription en ligne si la configuration du support le demandait, hein, voire dans des structures composites en forme de chicane qui combinent à la fois les deux formes verticales et horizontales, hein, mais on a aussi des motifs parfois plus complexes. Mais ceci dit, c'est la céramique qui, en fait, est le type de support mobile le plus courant à nous être parvenu, hein, comme cette sorte de boîte en forme de pyxide qui a appartenu au roi Tchaktokitchak I, hein, celui qui a régné sur Tikal de 360 à 378, et qui a été en fait un de ces bols sacrificiels à couvercle et les glyphes qui indiquent donc que cet objet a appartenu à ce roi, sont ici disposés en ligne pour former comme une sorte de bandeau annulaire autour du couvercle. Alors, comme sur les monuments qui ont souvent été décorés de peintures murales, hein, même si la plupart n'a pas résisté aux dommages du temps, hein, bien que de magnifiques exemples nous en sont néanmoins parvenus, hein, comme ici à Calakmul.
Le décor des céramiques peut aussi avoir été peint au lieu d'être gravé, comme sur cette poterie, alors qui, pour la petite histoire, a été la première, il y a une trentaine d'années, à avoir été identifiée comme un ustensile destiné à consommer une sorte de chocolat. Alors, ici, on voit maintenant un exemple de stèle qui date de la période classique récente, hein, qui est après le VIe siècle, est ce que l'on considère comme ayant été l'époque de l'apogée de la culture maya, qui correspond aussi à un apogée démographique, hein, juste avant ce qu'on appelle l'effondrement classique des 9e et 10e siècles. Et ce genre de mégalithe est resté jusqu'à la fin de l'époque classique, l'archétype même du monument maya porteur d'inscriptions glyphiques, hein, et qui en général est associé à des autels, hein, sur lesquels étaient effectués les rituels célébrés régulièrement devant ces monuments. Hein, donc comme ici l'hôtel Y, alors qui est l'hôtel de la stèle 4 de Copan, et dont les deux côtés portent également des glyphes. Alors, des glyphes qui, comme l'imagerie à laquelle ils sont en général associés, étaient en fait devenus à cette époque un aspect si ostentatoire de la culture maya, un peu comme dans l'Égypte du Nouvel Empire, hein, qu'ils avaient tendu littéralement à envahir bien d'autres éléments de l'urbanisme monumental maya, hein, pour véritablement couvrir les murs des temples, hein, comme ici à Palenque, mais en allant aussi jusqu'au linteau des portes, comme ici à Yaxchilan, hein, où les colonnes, quand il y en avait, hein, comme ici sur cette colonne qui date également du 8e siècle et qui renforçait le linteau d'une porte dans un palais de Tzitnoup en périphérie de l'ancien site de Ixcalumquín à Queselchacan, dans l'actuel état mexicain de Campeche. Alors, ce qui est donc proposé dans mon cours de l'ILARA est par exemple de voir ici comment en haut le premier des trois glyphes superposés qui composent cette brève inscription est lui-même composé de trois graphèmes, hein, alors qui sont ici un signe qui représente une main repliée sur une sorte de croix qui rappelle un peu celle de Saint-André et qui est un phonogramme de valeur syllabique yo. Hein, et cette main est plaquée sur un signe dont on ne voit là que la partie supérieure, hein, qui représente des volutes de vapeur, et qui est un phonogramme de valeur syllabique to. Hein, tandis qu'à droite, un troisième signe dont l'origine iconique n'est en fait pas bien déterminée, mais qui représenterait une sorte de fleur, et dont il est par contre bien établi qu'il était un phonogramme de valeur syllabique ti, hein, ce qui donne une lecture du bloc yo to ti pour tout le glyphe, hein, c'est-à-dire yotot par acrophonie de la voyelle finale, hein, compte tenu de ce que les lexèmes de la langue maya se terminent en général par des consonnes. Et yotot signifie sa maison. Alors, juste au-dessous, le deuxième bloc glyphique est composé, lui, d'un chiffre 3, hein, qui se prononce Osh en maya et qui est représenté dans cette forme ordinaire par trois petits cercles alignés. Et ce chiffre introduit un glyphe qui réunit également trois syllabogrammes. Hein, alors celui-ci qui a la valeur syllabique ya, celui-là qui consiste en la même croix qu'on a vu précédemment à l'intérieur d'une main pour marquer la syllabe yo, mais qui ici est inscrite simplement dans un cartouche arrondi et qui marque en fait la syllabe ta, hein, tandis qu'au-dessous, le troisième signe est celui qui marque la syllabe na, hein, ce qui donne là une lecture Oshyatana pour tout le bloc, c'est-à-dire Oshyatan, ce qui signifie sa troisième épouse. Et enfin, le troisième bloc, tout en bas, est composé d'un syllabogramme de valeur sa, ici, d'un deuxième de valeur ra et d'un troisième de valeur la,
hein, ce qui donne là la lecture globale Sahala, c'est-à-dire Sahal, ce qui est un ancien titre maya équivalent un peu à cacique, hein, puisqu'on pourra aussi comparer ça à un titre de chef de district ou de gouverneur, dans la mesure où il désignait le dirigeant d'un territoire vassal d'un autre sans qu'il ait eu le statut de royaume, hein. Donc on pourrait dire aussi comme une sorte de district, effectivement, hein. Tout cela nous permettant de lire l'ensemble d'inscriptions Yotot Oshiatan Sahal, hein, ce qu'on peut traduire par c'est la maison de la troisième épouse du Sahal, et qui indique ainsi l'entrée d'une partie réservée à une femme dans le palais du dirigeant, donc de ce district ou secteur de Khesel Chaka. Alors, le cours se suit sur 2 années, hein, de 15 séances de 2 heures chacune. La première année étant consacrée à une préparation où on commence au premier semestre par ce qui est le plus basique, hein, à savoir le syllabaire, mais aussi le répertoire des logogrammes, qui eux sont des signes-mots, hein, qui, comme les chiffres, notaient non pas des syllabes, tels que le font les phonogrammes, mais des lexèmes appartenant au vocabulaire de la langue maya classique. Et puis donc, on voit comment les scribes assemblaient ces signes pour composer des mots et des phrases qu'on pourra traduire en français en fonction du vocabulaire appris au fur et à mesure, un peu comme on vient de le voir sur la colonne de Tzitnouk. Et puis, bien sûr, on voit aussi des bases de la grammaire avec la flexion verbale et la flexion nominale. Tandis qu'au second semestre de cette première année, on se penche sur la notation des noms propres, hein, ce qui était très important en maya classique, hein, tout comme d'ailleurs dans d'autres écritures antiques, hein. Et puis celle de la numération, avec évidemment le fonctionnement du calendrier, qui n'est pas moins important dans la culture maya classique. Et ce, de sorte qu'en seconde année, on puisse se lancer sans que j'ai à revenir forcément sur les bases dans l'étude d'inscription qui restent standards, on va dire, mais sont plus élaborées que ce qu'on a vu l'année précédente. Donc voilà pour le cours de Maya classique de l'ILARA, hein, qui cette année se déroulera pour la première fois en présentiel, hein. Ce sera en salle 33 du site Raspail à la Maison des sciences de l'homme à Paris dans le 6e arrondissement, donc, et avec une option en distanciel pour les personnes qui ne peuvent pas venir en classe. Donc ce sera en mode en fait hybride. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.